Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode des Mardis de l'IA pour la saison 2026, lequel s'inscrit dans le cadre d'Apprendre de toutes les intelligences numéro 3. Je suis Jamil et je ne serai pas seul pour cette émission, je serai accompagné de Nicolas. Salut Jamil. Et de Lucie. Salut. Les Mardis de l'IA, ça revient du coup cette année et c'est 5 rendez-vous pour vous présenter des IA qu'on utilise au quotidien et qui pourraient grandement vous être utiles, notamment pour la conception et la médiatisation de vos modules de formation. Le but, c'est de casser un peu les idées reçues comme l'IA, elle peut tout faire, l'IA, c'est génial, ou au contraire, avec les modèles gratuits, je ne peux pas avoir de bons résultats. Oui, c'est vrai que c'est souvent ce qui nous est remonté. Ouais. C'est ça. Et le but, c'est de vous montrer que ce n'est pas forcément le cas. L'IA, c'est génial, certes, mais il faut savoir s'en servir. Ou encore, l'IA, c'est génial, mais ça a un coût écologique qui est considérable. Petit rappel avant de commencer, l'accès aux outils qu'on va vous présenter est conditionné par votre organisation. Donc, s'il y a un besoin quelconque, n'hésitez pas à vous adresser à votre DSI. Voilà, cela étant dit, il y a 2 nouveautés pour cette saison. Une première nouvelle séquence interview, où du coup, on a interviewé des professionnels de la formation pour avoir leur témoignage sur leur pratique de l'IA dans leur métier. On ne vous en dit pas plus. Comme d'habitude, on enchaînera sur une démonstration d'outils. Ici, ce sera Eleven Labs. On poursuivra avec... les nouvelles fonctionnalités. Ah oui, bien sûr, parce qu'on ne représente pas un outil sans objectif derrière. On enchaînera sur une séquence que vous avez adorée l'an passé sur les bonnes pratiques dans l'usage des IA génératives. Et à la fin, on terminera avec une nouvelle séquence, la minute de l'IA, quelque chose justement un peu plus court pour clôturer l'émission et qui vous donne la parole pour vous exprimer sur vos pratiques dans l'usage des IA. Cela étant dit, je vous propose de démarrer direct avec la démonstration de l'outil. Ouais. Donc, l'idée, c'est de vous présenter, comme Nicolas a dit, Eleven Labs, mais en particulier les nouvelles fonctionnalités. Donc, on l'avait déjà présenté l'an passé, et si jamais vous l'avez loupé, n'hésitez pas à revisionner, on vous mettra le lien quelque part. Mais du coup, à travers ces nouvelles fonctionnalités, il y a un an, Eleven Labs, c'était en particulier la plateforme d'IA vocale la plus aboutie, la plus riche et la plus réaliste du marché, concrètement, avec des voix de professionnels et de qualité. Aujourd'hui, oui. Ouais. Et avec surtout la possibilité, dans sa version gratuite, d'avoir quand même un bon compromis dans la qualité de ce qu'on pouvait en sortir. Mais effectivement, quand on en a échangé entre nous, on s'est rendu compte qu'Eleven Labs, ça a beaucoup évolué. Exactement. Et du coup, on s'est dit, ça, on ne peut pas passer à côté et il faut qu'on vous présente les nouveautés. Donc, c'est ça. Jamil, tu t'es collé à l'exercice. Ouais. Un exercice pas facile parce qu'au vu du nombre de nouveautés, tenir ce peu de temps, une dizaine de minutes, c'était un vrai challenge. Mais on va essayer de vous présenter tout ça. Donc, il y a un an, Eleven Labs, c'était ça. Et aujourd'hui, c'est 3 plateformes. Donc, il y a Eleven Creative pour générer des voix ultra réalistes, mais également de la vidéo, de la musique, des effets sonores. Ah oui. Le tout, en fait, en une plateforme pour pouvoir créer des contenus vraiment diversifiés et de qualité. Il y a une autre plateforme, Eleven Agents, qui permet de créer, de déployer des agents conversationnels. Et une dernière qui s'appelle Eleven API, qui permet à peu près de tout faire en utilisant leur système d'API. On ne va pas trop développer les 2 derniers points parce que ça rentre moins dans nos usages. Ouais. C'est ça, voilà, ça rentre moins dans nos objectifs. Donc, si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rendre directement sur le site pour voir. Et pour ma part, je vais aussi aller sur le site pour vous présenter un peu l'outil. On va essayer de prendre un cas d'usage. Mettons que je dois créer une capsule de formation ou faisons mieux encore. Prenons celle qu'on a déjà participé à créer avec Lucie, donc le Royaume de Flow, qui est disponible sur Ucans TV et également sur YouTube. On va partir de là et on va voir justement un peu les choses qui ont participé à sa création. Donc, pour donner vie à notre Royaume de Flow, il a d'abord fallu qu'on génère des voix pour donner vie aux personnages, etc. Donc, naturellement, on s'est tourné vers Eleven Labs. Et ce que vous pouvez voir à l'écran, la variété des différentes voix. Bien sûr, il y a, la possibilité de changer de langue, mais en restant dans le français, vous le voyez en haut,
il y a la possibilité d'avoir différents profils de voix selon vos besoins. Donc, hyper intéressant et ça collait très bien à notre besoin. Donc, de mon côté, j'ai d'abord généré en utilisant leur dernier modèle, j'ai généré des voix off et je vous propose d'écouter ça tout de suite. Lorsque le cristal s'éteignit, les habitants cessèrent de jouer. Les choix se figèrent. Sans mécanique, plus personne ne savait comment interagir. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est génial. Moi, ce qui m'a bluffé quand tu m'as présenté les nouveautés, c'est les tags que tu rajoutes pour donner effectivement les intonations, là le petit rire, etc. L'inspiration, expiration. Je trouve ça fou parce que ça se génère et c'est extrêmement fluide. On a vraiment ça rend plus humain entre guillemets cette génération de voix. C'est assez fou. Ouais. La qualité, elle reste toujours. Donc ça, c'est avec la version gratuite que tu l'as. Après, c'est ça. Je pense qu'il faut peut-être préciser la version gratuite. On a accès à peu près tout. Peut-être un peu moins dans la bibliothèque de voix et dans la diversité. Exactement. Et ça fonctionne avec un système de crédit. Hein, ça n'a pas changé. Leur modèle économique, il est toujours le même. Je crois que c'est 10 000 crédits par semaine ou par mois. Ça permet de générer. Après, c'est toujours pareil. Hein, plus c'est long et plus il y a besoin de crédit. Mais le modèle économique reste le même, on ne va pas s'éterniser là-dessus, on l'a déjà bien évoqué, j'allais dire l'année dernière, mais oui déjà, dans l'émission qu'on avait déjà consacrée à Eleven Lab. C'est ça. Je vais vous proposer d'écouter une autre version avec le même prompt également que vous voyez à l'écran en haut à gauche. Lorsque le cristal s'éteignit, les habitants cessèrent de jouer. Les choix se figèrent. Sans mécanique, plus personne ne savait comment interagir. Vous le voyez ici avec les mêmes tags, donc happy, inhale, donc inspire, elle rigole, etc. On a deux interprétations différentes. Un coup, elle a fait un rire un peu franc, assuré. Un coup, elle a fait un rire un peu subtil, un peu... Alors, qu'est-ce que tu as changé pour voir cette nuance ? C'est juste une régénération et te propose une autre... C'est exactement ça. En une fois, j'ai généré, ça me propose deux extraits différents. Et du coup, vous les avez écoutés là. Donc, moi, je suis bluffé, toujours bluffé par cet outil. Et l'introduction des tags, je trouve que ça donne plus de maîtrise un peu dans ce qu'on génère. On avait des choses qui étaient très quali, mais quand même assez génériques. Et là, le fait de pouvoir ajouter des temps, des respirations et tout, c'est fou. Cette IA, elle est vraiment incroyable. Ouais, on gagne en qualité, on gagne en contrôle sur ce que l'on veut faire ressentir au fil de notre discours. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Après avoir généré ce premier essai, on a procédé différemment. Et donc, Olivier, qui était avec nous sur le Royaume de Flow, a enregistré les voix de Orion, Pélia, Thémis, de la narratrice, etc. Et on a passé ces enregistrements dans l'autre fonctionnalité d'Eleven Labs qui s'appelle Voice Changer, qui permet de modifier sa voix. Je vous propose d'écouter ça, mais d'abord d'écouter la piste audio d'Olivier pour avoir un point de référence un peu. Après la lumière et l'empathie, vient le pouvoir des histoires. Et Thémis, la conteuse, t'attend déjà dans le prochain épisode. Vous voyez, avec ce court extrait, la voix, elle monte, elle descend, elle ralentit. Et ce que je vais vous montrer là, du coup, vous le voyez en haut à droite, le prompt est exactement le même. On a choisi la voix de notre narratrice et on va écouter sa proposition à elle. Après la lumière et l'empathie, vient le pouvoir des histoires. Et Thémis, la conteuse, t'attend déjà dans le prochain épisode. Elle se calque un peu sur l'intonation que tu lui donnes comme exemple, en fait. Hein. C'est exactement ça. Elle garde son profil de voix, mais elle suit les courbes, on va dire, qu'on lui donne initialement à travers notre enregistrement. C'est vraiment sympa et c'est surtout très pratique, je pense. Pour le coup, en termes d'application chez nous, tu l'as vu, vous l'avez vu tous les deux dans le module du Royaume de Flow. Ouais, non, c'est top. C'est une autre façon en plus de donner vie à ces personnages, de prompter. Ici, on ne prompte pas, hein, on s'enregistre et ensuite on passe sa voix dans le Voice Changer. Donc, entre ça, le catalogue, également la possibilité de cloner sa voix,
qui est possible sur Eleven Labs. On a vraiment l'embarras du choix pour répondre aux usages, pour répondre à nos besoins, en fait, finalement. Oui. Donc, une fois que, justement, on a parlé de tout ça, la voix off, il a fallu donner vie au royaume de Flow à travers d'autres aspects, notamment les effets sonores, des sound effects immersifs. Oui. Et ici, bien qu'il existe, vous le savez, des banques de données en ligne, etc., il y a la possibilité sur Eleven Labs de prompter pour obtenir des sound effects hyper détaillés, hyper poussés par rapport à notre situation. Je vais vous en montrer un ou deux et on va les écouter. Quelqu'un qui tourne les pages et tout. Ouais. Ah ouais, pour le royaume de Flow. Excellent. Je vais vous en montrer un autre. Ouais, c'est vachement bien. Bien sûr, c'est une ambiance. Mm. Et ça, tu peux le prompter. Du coup, tu peux faire tes propres effets spéciaux, en fait. Exactement. Et ce qu'on voit en bas, et qui est très très sympa, c'est que chaque essai, on va dire, coûte 50 crédits. Ouais, donc, ça permet effectivement de... Voilà. Donc nous, on a effectivement un abonnement qui nous permet d'avoir un certain nombre de crédits, mais bien que... Oui, même en version gratuite, tu peux commencer à t'amuser un peu, t'amuser. Tu peux lui faire générer un certain nombre de choses. Ouais. C'est ça. Et puis, on a aussi la possibilité de télécharger ceux qui sont existants. Oui, en plus. Oui. Pas mal du tout. Oui. Et ce qui est encore mieux, ce qui est encore plus qualitatif, c'est d'avoir un Antoine à la prod. Là, vous êtes sûr d'avoir un résultat qui est au top du top. Donc, on a dit quoi? Les voix, les sound effects. Une fois qu'on a tout ça, il faut parler aussi des personnages. On les a créés, mais il faut aussi les animer, leur donner vie. Et ça tombe bien parce que Eleven Labs permet de faire ça avec un onglet dédié à l'image et la vidéo. Ça, c'est la grosse nouveauté. Absolument. Et ce qui est hyper bien, c'est que en bas de l'écran, donc on a la possibilité d'accéder à plein de modèles de génération différents. Vous les voyez défiler. Ils sont tous là. Ils sont voilà, les principaux sont là. Et ce qui est intéressant, c'est que bien entendu, on a des réglages pour le format de l'image, pour la résolution, la durée de la vidéo, etc. Mais ce qui est encore plus intéressant, on a la possibilité de choisir une image de départ et une image de fin. Et on a bien entendu combien le coût par génération. Donc, ça nous permet de nous projeter. Par exemple, avec ce modèle-là, je vais avoir 387 autres générations possibles. Ah oui. Si je prends Sora Pro, j'en aurai que 33 parce que une génération coûte 7200 crédits. Donc, oui, ça permet de maîtriser un peu son budget, entre guillemets. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et comme les modèles sont différents, on aura des propositions différentes selon le modèle. Donc là aussi, c'est à tester. Et puis, bien après, entendu, on voit là, dans ce que tu projettes, la qualité du rendu. Donc j'imagine que sur chaque exemple, tu as le modèle utilisé, le prompt, etc. Exactement. Je vais vous montrer vite fait, juste en cliquant là. Voilà, on a le prompt à gauche, on a la possibilité de reprendre la vidéo pour ensuite nous travailler dessus. Donc c'est hyper pratique en fait. Une fois qu'on a tout ça, il y a aussi la possibilité, bien entendu, de créer de la musique. Vous vous rappelez, l'an dernier, on vous a présenté Suno AI pour créer des extraits musicaux plutôt sympas. Des chansons, donc carrément, Et là, Eleven Labs s'y est mis et vous permet, à travers plein de catégories différentes, de trouver des extraits sonores qui peuvent correspondre à ce que vous cherchez. Je vais vous faire passer rapidement un. A ghost in the pale moonlight. Rain on the leaves, a rhythm. Donc, c'est vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et comme vous pouvez le voir en bas, c'est prédécoupé avec les différentes parties de la musique. Donc, il y a moyen de récupérer juste un morceau, un bout de l'extrait. Et ça, c'est pareil, on peut les prompter. Et ça, c'est pareil, on peut les prompter, comme vous le voyez en bas. Le coût est différent, bien entendu. Oui, bien sûr. Mais il y a toujours les réglages, etc. Mais il y a la possibilité de prompter sa propre musique, encore une fois, selon son besoin. Donc, encore une fois... Tout ça dans le même outil. Tout ça dans le même outil. Donc, petit rappel, effectivement, un compte gratuit, c'est 10 000 crédits par mois. Chaque mois, vous avez 10 000 crédits supplémentaires.
à utiliser pour vos générations sur l'ensemble des différents outils qu'on vous a présentés. Et bien d'autres encore qu'on vous laissera explorer par vous-même. Je voulais terminer rapidement sur une note différente par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On s'éloigne un peu du milieu de la formation, mais c'est hyper enrichissant comme projet en fait. Eleven Labs rayonne à travers le monde dans des projets dans des projets qui sont ambitieux et qui permettent, comme vous le voyez à l'écran, de redonner la parole à un chanteur qui avait perdu toutes ses capacités vocales. Ouais, tu m'avais parlé de ce truc. C'est ça. Et ils l'ont fait, ils l'ont montré au Eleven Labs Summit à Londres. Et je vous propose ces 15 secondes. On peut s'écouter rapidement. Has never been done before. A somber host to the gloomy ghost. When individuals came to us, having found our voice cloning technology, they felt like they had been given a piece of their identity back. What you're about to hear has... Voilà. Ou encore, et on finira là-dessus, à travers leur programme Eleven Labs Impact, Eleven Labs a permis à 11 personnes différentes de recouvrer une partie de leur identité, en fait, en recouvrant vraiment leur propre voix. Ici, c'est plus qu'un simple moyen de communiquer avec les autres, c'est de retrouver une partie de soi-même. Et je vous invite vraiment à aller écouter ça. On vous mettra les liens des deux articles. Là, c'est effectivement, on s'éloigne un peu de la formation, et c'est super intéressant. C'est aussi une application très différente de l'IA, et quelque part, nous, ça nous a touchés. Donc, on s'est dit que c'était intéressant de partager ça. C'est voilà, nous, on est convaincus, et voilà, j'espère que ça aussi vous intéressera. C'est ça. À préciser que c'est en anglais, donc au cas où, mais en tout cas, ça vaut le détour. C'était tout pour les nouveautés d'Eleven Labs. J'espère que ça vous a plu. Ouais. Toujours un outil extrêmement intéressant. Absolument. Je vous propose à présent qu'on bascule sur la nouvelle séquence interview. Oui, tout à fait. Donc, on a rencontré un certain nombre de personnes qui sont dans notre milieu, la formation. On est allé les voir, ou plutôt, on les a fait venir nous voir plutôt, et on leur a posé des questions sur leurs usages, sur comment ils ont découvert l'IA, sur comment ils l'utilisent. Donc c'est extrêmement intéressant. Nous, on a trouvé ça quelque chose de très quali. Et là, aujourd'hui, on vous propose de vous plonger dans l'interview qu'on a faite de Aline Pézé, d'Accor, que certains d'entre vous connaissent puisqu'elle nous a accompagnés dans une séquence autour d'un chatbot. Et c'est très réducteur, mais je pense que vous savez de qui on parle. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y va. Hello, bonjour Aline. Merci beaucoup d'être venue du coup pour cette séquence interview. On va déjà commencer par te présenter. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire ce que tu fais aujourd'hui dans le monde de la formation professionnelle? Merci beaucoup de votre invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous. Donc, je suis Aline Pézé, je suis directrice associée d'une structure qui s'appelle Accor Consulting et qui intervient dans le domaine de la formation, du coaching et de l'accompagnement des transformations. Depuis une trentaine d'années, donc moi ça fait 20 ans que j'œuvre au sein d'Accor Consulting, et j'ai à cœur d'imaginer, de créer des dispositifs pédagogiques à impact qui vont pouvoir préparer les apprenants de manière utile et opérante en fonction de leurs enjeux actuels et futurs. Donc, en tant que directrice associée, j'ai notamment au sein de mes responsabilités le pilotage de tout ce qui va toucher à l'innovation pédagogique. Donc je suis en veille permanente et en recherche de mise en place de nouvelles pratiques, de nouveaux usages digitaux et moins digitaux. Mais donc évidemment, le sujet digital qui va nous animer aujourd'hui est dans mes missions. D'accord. Et du coup, on va en profiter pour faire une petite transition, puisque c'est effectivement, comme tu l'as dit, dans le cadre des mardis de l'IA. Comment est-ce que tu as abordé l'IA, comment tu as intégré l'IA, découvert l'IA, et comment tu l'appliques aujourd'hui dans la formation professionnelle et dans les usages que tu peux avoir au quotidien? Alors l'IA, elle est arrivée progressivement dans nos métiers en 2023. Je pense, comme dans nombre d'entreprises et pour nombre de secteurs.
Et puis, le phénomène s'est grandement accéléré, tant et si bien qu'aujourd'hui, ça devient pour moi un outil incontournable. En prenant un peu de recul, je faisais le parallèle avec l'instauration des visioconférences où avant Covid, on ne faisait pas nécessairement beaucoup de visio. Et puis aujourd'hui, on est dans des univers métiers où les visios deviennent un incontournable du quotidien. Et donc pour moi, l'IA s'est progressivement immiscée dans notre quotidien et dans toute la chaîne de valeur pédagogique des équipes que je peux accompagner, c'est-à-dire au niveau de l'ingénierie, de l'animation, de la communication pédagogique autour des projets pour mettre en valeur et sublimer les projets de formation, développement des compétences qu'on anime. Et puis elle s'est aussi invitée dans la chefferie de projet. Donc voilà, tous les métiers sont impactés. Et au-delà du gain d'efficacité que permet l'IA, on voit aujourd'hui qu'il y a un champ des possibles assez vaste et qu'on est en train d'explorer, donc concrètement plutôt avec du test and learn encore, sur des innovations métiers. Aujourd'hui, dans les dispositifs de formation que tu observes, que tu accompagnes dans ton métier, quels sont les usages de l'IA qui te semblent les plus pertinents ? Et à l'inverse, quelles sont les limites que tu te fixes là où tu te dis je préfère éviter de m'en servir ? Alors, on peut peut-être voir les usages de 3 manières. Les usages dans l'expérience apprenant, dans l'expérience des ingénieurs pédagogiques et des formateurs. Donc, si je me focalise sur l'expérience apprenant, on a créé depuis 2 ans au sein de notre structure un outil de simulation conversationnelle qu'on a pu expérimenter ensemble sur le marathon pédagogique qu'on a vécu au mois de juillet dernier. Et donc là, concrètement, l'IA nous permet de mettre les apprenants en situation immersive en formation. Donc on va en quelque sorte pouvoir les mettre on va faire des jeux de rôle et des mises en situation encore plus immersive et avec aussi une dimension nouvelle qui est la notion de co-construction, puisqu'on peut travailler à plusieurs et s'entraîner à plusieurs, ce qu'on faisait peut-être moins historiquement avec des mises en situation ou des jeux de rôle présentiels, entre guillemets, et un peu classiques. Donc vraiment, on a réussi avec l'IA à apporter quelque chose de plus et de différenciant du côté de l'apprenant. Si je vais maintenant du côté des coulisses et de nos ingénieurs pédagogiques, alors évidemment l'ingénieur pédagogique, son quotidien lui est transformé parce qu'il va gagner évidemment en efficacité, les contenus et les matériaux, les outils pédagogiques sont créés plus rapidement. Mais au-delà de ça, l'ingénieur pédagogique a de nouvelles possibilités, puisqu'il a maintenant à sa main la possibilité notamment de créer plus de médias. Des vidéos, par exemple. Donc, la médiatisation devient très accessible pour un ingénieur pédagogique, ce qui nécessitait avant plutôt une combinaison d'expertise. Donc, voilà, ils ont gagné en aisance et ils s'interdisent... Enfin, voilà, ça ouvre... Je vais revenir sur la notion de champ des possibles, mais on a moins d'interdits, finalement, parce que on a la capacité de faire davantage de choses, d'avoir des médias enrichis. Et puis, côté formateur aussi, ça change, parce on pense souvent la notion d'IA et digital comme étant plutôt utilisée derrière l'ordinateur. Mais en réalité, quand on met de l'IA au cœur d'une formation, les formateurs se retrouvent encore plus en posture de facilitateur. Je m'explique. Quand avant, un formateur allait par exemple présenter un apport, avec des diapositives ou présente un apport. Aujourd'hui, le formateur peut, par exemple, proposer à ses apprenants de regarder une vidéo que l'ingénieur pédagogique aura créée, donc une vidéo qui va modéliser un apport. Et de cette manière-là, le formateur peut plutôt observer l'auditoire pendant la présentation de l'apport clé et les faire interagir, réagir. Donc, il est potentiellement moins en posture de sachant, mais encore plus de facilitateur. Donc ça, c'est un vrai changement qu'on a aussi observé avec l'utilisation du simulateur conversationnel, puisque les apprenants sont mis en interaction avec un simulateur, mais le formateur n'en perd pas pour autant son importance, puisqu'il va observer l'attitude des apprenants avec l'utilisation du simulateur, et il va pouvoir comme ça être plus fin et calibrer assez finement ce qui se joue d'un point de vue comportemental et émotionnel.
Donc il a pour moi toute sa place, mais voilà, il faut trouver un positionnement peut-être un petit peu différent, ou en tout cas renforcer cette notion de facilitation. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, parce que effectivement, ça change le point de vue et notamment le rôle du formateur. Mais alors du coup, et c'était la suite de la question, est-ce que tu fixes une limite justement à l'intégration de l'IA dans ces usages-là? Est-ce que tu y vois aussi peut-être un côté qui pourrait mettre en difficulté un formateur qui du coup se retrouve, ou un concepteur qui pourrait appréhender le fait que, ou mal appréhender, le fait que l'IA va venir un peu remettre en cause sa façon de travailler, peut-être aussi remettre en cause l'avenir de son métier, ce genre de choses. Alors moi, je n'utilise pas nécessairement le mot limite. Ou plutôt alerte, garde-fou, oui. ou en fait, souvent ce qu'on dit nous en interne, c'est qu'il faut continuer à avoir son cerveau bien branché, en fait. Parce qu'il est assez facile de faire travailler l'IA à sa place et de se leurrer dans une illusion d'une production qui serait qualitative. Or, on doit, pour moi, redoubler de vigilance quand on utilise l'IA pour s'assurer des sources, pour éviter les biais, etc. Donc, il y a de nouvelles pratiques à mettre en œuvre qui nécessitent une attention de tous les instants. Donc ça, pour moi, vraiment, le souci du détail doit rester vraiment prégnant pour nos ingénieurs pédagogiques. Et pour ce qui est des formateurs, oui, passer les premières craintes de « mais je vais potentiellement être remplacé », il y a vraiment tout un travail effectivement d'accompagnement du changement à faire pour que chacun trouve sa juste place. Voilà. Si on passe à la question d'après, du coup, est-ce que l'IA a fait évoluer, toi, ta manière d'aborder la formation professionnelle? On en a un peu évoqué, mais... Oui. Alors, je dirais oui et non. Oui, évidemment, parce qu'on a de nouveaux moyens qui sont mis en place. Alors, moi, je travaille dans une structure qui va commercialiser concrètement des prestations de formation et d'accompagnement, donc qui est contrainte, comme dans tout mode projet, par des délais, des budgets, au service de nos partenaires clients, qu'ils soient du secteur privé ou public. Et de la sorte, là, l'IA nous permet de faire peut-être un peu plus avec des moyens qui sont identiques en termes de budget ou de temps. Donc ça, c'est plutôt chouette parce que ça nous permet de faire des projets plus ambitieux peut-être aussi. Ça a changé tout l'accompagnement et le marketing autour des projets de formation que l'on peut faire. Alors quand je dis marketing, c'est dans le sens de dispositifs de communication autour d'un projet qui permettent de davantage embarquer les apprenants, de les engager, puisqu'on peut assez facilement maintenant penser à des systèmes de pré-communication pour engager les apprenants. Par des messages. Alors ça peut être du textuel, mais ça peut être aussi évidemment des créations, une infographie, etc. Donc c'est vrai qu'on peut se permettre de chercher des moyens nouveaux d'embarquer les apprenants et de maintenir aussi un suivi avec ces apprenants dans le temps et travailler aussi tout ce qui est intercession de manière même plus personnalisée, puisque l'IA amène aussi des notions d'adaptation et de personnalisation offertes par l'adaptive learning. Donc, en ça, il y a vraiment des nouveaux champs qu'on peut explorer pour être encore plus expert, encore plus pointu dans l'accompagnement des compétences. Et en même temps, je vous disais oui et non, parce que je pense quand même que les fondamentaux des métiers restent les mêmes. C'est-à-dire que un ingénieur pédagogique doit vraiment avoir conscience de sa mission. Il fait une production pédagogique au service d'un objectif pédagogique qui va servir un enjeu structurel. Et donc tout ça, il faut complètement être aligné et vérifier en permanence cet alignement-là. Pour moi, ça ne change pas, par exemple. Oui, l'IA, c'est une boîte à outils en plus, et c'est pas quelque chose qui va faire autre chose. Exactement. Du coup, j'en profite pour boucler ce que tu évoquais sur justement ce que l'IA commence à apporter. Si tu pouvais imaginer aujourd'hui un usage futur de l'IA, et qu'est-ce qui, pour toi, en fait, pour toi, c'est quoi le next step en fait de l'intégration de l'IA? Alors, on a déjà parlé des limites et des craintes qui peuvent être abordées, mais au-delà de cet aspect-là, qu'est-ce qu'on peut espérer en termes de conception, en termes de médiatisation dans la formation de l'IA, et qu'est-ce qu'on aimerait, et qu'est-ce que toi, dans ton poste, tu un peu l'IA rêvé ou le next step idéal? Alors, moi, je rêve d'une équipe d'agents hyper spécialisés. Donc, quand je parle d'équipe d'agents, ce sont des agents IA
Je pense qu'on a un challenge à imaginer des agents qui vont avoir un savoir-faire unique, ultra spécifique, qu'on aura donc nourri préalablement et éduqué de par toute notre expertise. Je vous évoquais que mon cabinet, ça fait 30 ans qu'on fait ce métier, donc l'idée n'est pas de se dire je vais aller prendre quelque chose qui se fait ailleurs et le coller, mais comment est-ce que je mets dans un agent de l'ADN de ma structure, de notre savoir-faire, de manière à ce que je puisse, quand j'ai une problématique, un sujet à traiter, quel qu'il soit, savoir quel outil, puisqu'on parlait d'IA comme outil, je vais aller chercher pour que ce soit opérant. Et donc, voilà, je travaille par actuellement opposition à des aujourd'hui à des IA qui sont plus généralistes, c'est-à-dire qui proposent un peu de tout, etc. Donc, pour toi, ce serait plutôt effectivement hyper spécialisé des choses pour pouvoir venir faire un peu en picking quand ton besoin est là, tu sais. Exactement. Sur un panorama d'IA, savoir laquelle aller chercher au bon moment, et puis après, avoir des agents. Effectivement, de manière à toujours réaliser des productions en conscience et en étant certain qu'on va utiliser le bon outil qu'on aura préalablement nourri et éduqué avec le devoir de vigilance qu'on doit bien sûr avoir. Et après, je pense aussi, pour combiner tout ça, que l'un des challenges qu'on doit avoir, c'est de développer ce qu'on pourrait appeler la culture numérique réflexive. On parle beaucoup de réflexivité en formation, pour avoir des prises de conscience sur ses acquis, se questionner et continuer à progresser en mode réflexif. Je pense qu'il faut qu'on arrive à faire une transposition de la sorte en matière de culture numérique, c'est-à-dire questionner nos sources en permanence et développer en permanence son esprit critique. Ouais. C'est nécessaire, franchement, surtout. C'est indispensable. Plus ça va et plus il faut en fait garder cet esprit lucide, critique et ne pas trop se reposer sur l'IA. Mais on le verra aussi dans les bonnes pratiques qui vont suivre dans les futures séquences. Merci beaucoup. On est bon. Merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je ne sais pas si tu as un dernier mot pour nos spectateurs ou alors si tout est bon. Oui, moi je suis une convaincue de l'IA et une passionnée du métier de la formation, de la pédagogie. Et je suis vraiment convaincue qu'on va trouver le chemin pour faire en sorte de sublimer nos métiers avec ces outils sans en perdre notre identité, ce qui fait qu'on aime ces environnements-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline. Avec plaisir. Donc voilà, un grand merci encore à Aline de s'être prêtée à l'exercice. Je sais que c'est pas forcément toujours très simple. En tout cas, c'était extrêmement intéressant. Hyper enrichissant. Ouais. Jamil, du coup, tu nous as préparé, comme pour la saison précédente, les bonnes pratiques de l'IA. Donc écoute, je te propose d'y aller, de lancer cette nouvelle saison. Yes, on lance la séquence. Écoutez, comme Nicolas a dit, nouvelle saison, toujours la même séquence. Ici, comme d'hab, l'objectif, c'est sensibiliser les agents aux bonnes pratiques dans l'usage des IA génératives à travers des mises en situation. À chaque fois, on va rencontrer un personnage qui est confronté à un problème et qui, pour le résoudre, va en partie utiliser l'IA. L'idée, ça va être de faire preuve d'esprit critique, de voir justement comment cette personne utilise l'IA et d'en retenir la bonne pratique à la fin. Donc, je vous propose tout d'abord de commencer avec la situation 1. Iman, qui, du coup, travaille sur une note de synthèse interne liée à la montée en compétences des agents face aux transformations des métiers. Ici, on parle de la digitalisation, d'évolution réglementaire, de nouveaux outils, etc. Donc, elle a rédigé un premier jet qui est fidèle aux échanges du terrain, mais qu'elle juge un peu lourd. Okay, elle demande donc l'aide de l'IA pour reformuler un peu tout ça et pour fluidifier. Ça va parler à beaucoup de personnes. On est sur des situations qui sont un peu vraisemblables, proches du terrain. Par ailleurs, petit aparté, les illustrations proviennent de Storyset, un site qui est vraiment, vraiment bien pour ça. Donc, je voulais aussi le mentionner ici. Donc, on mettra le lien. Ouais, bien sûr, totalement. Donc, vous avez ici un premier jet de la note de synthèse d'Iman. Elle y a travaillé par elle-même en s'aidant de l'IA sur des points comme le plan de la synthèse. Je vais vous lire un peu l'extrait et ensuite, on va bouger sur la suite. Les échanges menés avec les équipes mettent en évidence une prise de conscience croissante des transformations des métiers, notamment liées à la digitalisation des processus et à l'évolution des attentes des publics. Toutefois,
plusieurs agents expriment des difficultés à se projeter dans ces évolutions en raison d'un manque de lisibilité sur les parcours professionnels et d'un sentiment d'insuffisance de l'accompagnement proposé à ce stade. Les éléments invitent à poursuivre et à renforcer les actions de formation et d'information en veillant à mieux articuler les orientations nationales avec les réalités locales. Premier extrait qui est plutôt convaincant. Oui. Vous en serez d'accord. Effectivement, digne d'une note de synthèse, elle est synthétique, il y a des exemples pour expliquer, il y a de la nuance également avec certains mots, et elle fait preuve de prudence lorsqu'elle fait des déductions ou qu'elle recommande des actions à mener. Donc c'est un bon premier jet, mais du coup, Iman, elle le trouve un peu lourd, et elle se dit pourquoi pas utiliser l'IA pour peut-être essayer de reformuler tout ça. Pourquoi pas, écoute. Donc voici le prompt d'Iman. Peux-tu reformuler ce texte pour une note de synthèse à destination de la direction en le rendant plus fluide, lisible, professionnel? L'objectif, c'est d'avoir un message clair, constructif, orienté solution, tout en restant institutionnel. Qu'est-ce que vous pensez de ce prompt? Oui, c'est sur la forme. Donc effectivement, a priori, il n'y a pas de demande de modifier le fond. Il est plutôt pas mal, moi je Oui, trouve. oui, plutôt pas mal. Elle précise la cible, la direction, le ton qu'elle veut. Elle exprime aussi l'objectif. Enfin, c'est reformuler un texte tout en restant institutionnel, etc. Donc, a priori, il a l'air pas mal. Pourquoi tu dis a priori? On va le voir. Donc là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est la reformulation obtenue à l'aide de l'IA, du coup. Et j'ai mis quelques expressions en gras qui vont nous servir pour la suite. Ce que je vous propose, c'est direct de comparer avec le premier jet de la note de synthèse de tout à l'heure. Donc à droite, on a la reformulation faite par l'IA, et à gauche, on a le premier jet qu'on a vu initialement. J'ai mis en gras quelques expressions, mais voilà, on va voir ça ensemble. Donc les échanges menés par les équipes mettent en évidence une prise de conscience croissante des transformations des métiers, notamment liées à la digitalisation des processus de recrutement, À droite, on a, du coup, dans la reformulation, les retours des équipes montrent une dynamique positive face aux transformations des métiers, notamment en lien avec la digitalisation, etc. Également, toutefois, plusieurs agents expriment des difficultés à se projeter en raison d'un manque de lisibilité et d'un sentiment d'insuffisance d'accompagnement. À droite, on a « si des besoins d'accompagnement subsistent, ceux-ci s'inscrivent dans un contexte de transition bien engagé qui appelle à poursuivre, et c'est ce qui est indiqué aussi à gauche, des actions de formation et d'information pour mieux articuler les orientations nationales et les réalités locales. » Ici, on a pareil, action de formation, consolider les démarches afin de s'assurer de l'appropriation homogène des évolutions au sein des organismes. Vous voyez, ici, il y a quelques similitudes et au vu en fait des éléments qui sont mis en gras, il y a peut-être quelque chose qui vous saute aux yeux. Mais on va le voir. Moi non, ça ne me saute pas aux yeux, je trouve que c'est plutôt pas mal, effectivement. Ok, trop bien. On va le voir ici avec la petite ampoule qui vient d'apparaître. Vas-y. On va le voir, tac. En fait, on va le relire juste après avoir fermé cette étiquette, mais les difficultés qui sont mentionnées au début dans le premier jet fait par Iman, elles deviennent une dynamique positive. Les alertes et la façon dont c'est formulé, elles sont un peu diluées, et le message, en fait, au lieu d'être factuel et d'être finalement dans une note de synthèse, il finit par rassurer peut-être un peu trop. Vous voyez, on parlait de prise de conscience croissante dans la transformation des métiers. Ici, on parle d'une dynamique positive. Plusieurs agents expriment des difficultés à se projeter. Ici, on parle de besoins d'accompagnement qui subsistent, certes, mais dans un contexte bien engagé. Donc, dans la reformulation et le ton, il y a quelque chose qui commence à changer quelque part. C'est un peu trop lissé. C'est un peu trop lissé, effectivement. Quand on revoit le prompt d'Iman, à la relecture de la reformulation faite par l'IA, elle donne déjà les orientations, effectivement. Voilà, c'est un peu... C'est ça, c'est un peu... On ne s'est pas rendu compte, à la première lecture, mais en fait, il y a une orientation implicite du message fait par certains mots utilisés dans le prompt qui sont pas forcément...
qui n'ont pas forcément de connotation. Hein. Iman, quand elle a fait son prompt, elle s'est dit moi, je veux quelque chose de constructif, etc. Mais ça participe à minimiser les tensions dans la reformulation de l'IA. Également, comme dit ici, hein, il y a un glissement sémantique, certains faits sont généralisés et les difficultés deviennent des axes d'amélioration. Le texte, il semble plus engageant, mais moins fidèle au premier jet, à la réalité. Et finalement, et ça c'est hyper important, je trouve, l'IA, elle ne signale pas qu'elle modifie l'intention. Elle va reformuler, elle va faire ce qu'on lui demande, mais elle ne va pas dire « alors ça, j'ai modifié pour le transformer en ça ». Oui, parce qu'elle ne le perçoit peut-être pas non plus. Après, Exactement. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est vraiment intéressant. Du coup, ça va me faire réfléchir plus à mes prompts, mais oui, c'est intéressant. Parce que l'IA, elle est un peu politiquement correcte. C'est-à-dire que Absolument. elle fait en sorte que, on adoucit les difficultés, on lisse tout ça. Ouais. C'est ça. Et donc, Iman, effectivement, ne voit pas ce qu'elle perd en chemin. Donc, si on voit maintenant une version alternative du prompt d'Iman, quelque chose de différent, on peut avoir quelque chose comme ça. On reformule ce texte sans modifier le sens, en conservant les nuances, les réserves, le vocabulaire institutionnel de la sécurité sociale, et indique-moi si certaines reformulations risquent de changer l'intention initiale. Donc, ce prompt, il est différent, parce que même si on ne mentionne pas la cible, donc la direction, même si on ne mentionne pas l'objectif reformulé, une note de synthèse en vue de, etc., ni le style et le ton employé, eh ben, on a quand même l'assurance que l'IA va garder une clarté dans le message qui ne se fait pas au détriment de son contenu. Donc, on ne troque pas la nuance contre finalement les faits. Un maintien du langage métier, pas de vocabulaire managérial générique. Et ensuite, du coup, effectivement, l'IA devient une assistante critique, pas juste une reformulatrice. Et finalement, Iman reste responsable de son message, propriétaire de l'intention et décisionnaire final. C'est ce qui est le plus important finalement. Oui, c'est super intéressant, effectivement. De la perte de sens ou effectivement la nuance un peu trop. Je pense que c'est aussi à ça qu'on reconnaît un texte qui a été généré par une IA. C'est souvent quelque chose d'assez lisse. Très bien rédigé en général, mais dans le fond, moins intéressant. Oui, absolument. Et du coup, je vous propose, avec ce prompt alternatif, on a quelque chose comme ça. Voilà. Donc, je vous ai mis pareil en gras les phrases les éléments un peu intéressants. Et pareil que tout à l'heure, on va comparer avec le premier jet de la note de synthèse, donc la version initiale. Comme vous pouvez le voir, les échanges menés avec les équipes mettent en avant une prise de conscience croissante, notamment liée à nanana. À droite, on a les échanges soulignent une prise de conscience croissante des transformations des métiers, en particulier Ensuite, toutefois, il y a des difficultés à se projeter dans ces évolutions en raison d'eux. À droite, on a les mêmes formulations et c'est pareil également pour le dernier paragraphe. En fait, ici, ce que l'on va voir, c'est que le sens, il est intact, les réserves, elles sont conservées, il n'y a pas de lissage, il n'y a pas d'altération en fait dans le sens initial, et Iman garde la main sur l'interprétation. Bien que, au début, elle avait pour objectif de reformuler pour rendre plus fluide, moins lourd, etc. Eh bien, il s'avère que ça a rendu la chose un peu différente, enfin, son contenu a été altéré. Donc, finalement, on le voit ici, on a un résultat qui est différent de celui d'origine, mais ça nous fait poser question sur en fait, le processus et ce que l'on peut perdre en chemin. Non, mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a tous, quand on utilise les IA génératives, on a tous eu cet exercice de dire reformule parce que tu n'es pas tout à fait d'accord avec ce que tu as fait, etc. Et effectivement, en général, on fait des prompts assez simples. Et effectivement, on se retrouve avec un texte qui est un peu... en général, c'est mieux écrit. En tout cas, ça passe bien à la lecture, mais le sens, souvent, il est un peu perdu. Exactement. Mais, c'est vraiment intéressant. Donc, même sur des petits, des petits travaux, des petites demandes, c'est toujours important. On l'a beaucoup répété la saison précédente, mais le prompt, il faut travailler son prompt. C'est la base.
Exactement. Et effectivement, des prompts trop simples, on a des fois un peu l'illusion que ça va suffire. Et quand on se penche un peu, c'était un excellent exemple, quand on se penche un peu plus sur le résultat, on se rend compte que il faut pas négliger le prompt, c'est la base. Et on l'a déjà dit, si vous êtes un peu en difficulté sur la rédaction de prompt, n'hésitez pas à faire en sorte qu'il s'auto-prompte. Un chat GPT, un copilot, ça peut aussi vous aider et accompagner dans la génération de prompts. C'est ça, exactement. Et là, du coup, en synthèse, on peut dire que la reformulation elle n'est jamais neutre, que même en ayant un prompt, comme on l'a vu initialement, son prompt était bien construit, elle précisait l'objectif, le ton à employer, la cible, etc. Et bien, même là, en fait, on a eu une reformulation un peu qui discutable, on va dire. Plus le public est expert et plus le risque il est subtil et il faut faire de plus en plus attention justement à avoir un esprit critique et que le vrai enjeu ici c'est pas comment reformuler mais plutôt quoi préserver. Donc encore une fois, gardez les yeux ouverts, gardez l'esprit bien aiguisé pour faire preuve d'esprit critique et ne pas se laisser justement peut-être aveugler peut-être par la proposition de l'IA qui peut être bien alléchante mais qui va finalement, à la deuxième lecture, avoir un peu plus de nuances et de défauts. Voilà. Ouais, c'est ça, et se faire confiance aussi, se dire que la reformulation, c'est une chose. Après, effectivement, attention à la perte de sens. C'est ça. Voilà pour la bonne pratique. Merci beaucoup, Jamil. C'était très intéressant. Merci à vous. La prochaine fois, on verra une autre situation, du coup, celle de Khalil. Je vous en dis pas plus. Tout va bien. Sur le papier. C'est ça. Si c'est le cas sur l'écran, ça, on ne sait pas, on verra. C'est ça. Donc voilà. Cela étant dit, écoutez, on va passer peut-être à la prochaine séquence. Oui. Une nouvelle en plus, comme la séquence interview. Mais ici, on va venir clore l'émission avec la minute de l'IA. Donc, 3 questions courtes qu'on a posées à vos collègues, à nos collègues, pour les interroger sur leur pratique quotidienne des IA et pour avoir leur avis sur le sujet. On vous laisse avec ça. Alors, je l'utilise notamment pour des tâches classiques de mon quotidien pour gagner du temps ou me faciliter la vie. Ça peut être la rédaction de comptes rendus, de notes, de l'amélioration de support de présentation. Donc pour ça, je vais utiliser des IA génératives du type Copilot, ChatGPT, IA Napkin. Ça peut aussi me permettre aussi à faire de la conception pure, comme par exemple de la création d'images ou de logos. Ou très récemment, notamment aussi de créer des podcasts. Et là, donc pour le coup, j'utilise notamment Copilot et Notebook. L'intérêt étant que pour ces dernières tâches de conception pure, quand on est comme moi quelqu'un qui n'a pas des connaissances hyper pointues en design ou sur des logiciels très spécialisés, ça me permet de faire de la création assez rapidement. Alors, ce que j'évite en premier lieu, c'est de diffuser des informations sensibles, internes, qui n'ont pas à être divulguées dans le domaine public. Et donc là, pour le coup, ça rejoint nos obligations de secret professionnel. Donc, par exemple, des documents qui vont être nominatifs, des bilans de formation, des notes internes, tout ce genre de choses. Je reste aussi extrêmement vigilant sur les informations que m'apportent les IA, notamment des IA génératives, type Copilot, ChatGPT et consorts. Et notamment, je demande systématiquement à ce qu'elles m'indiquent les sources qu'elles ont utilisées afin de me répondre. Ou alors, moi-même, je les guide sur des sources sûres, telles que des sites gouvernementaux, des sites de référence qui ont une bonne réputation. Je pense notamment au site du Dalloz, sur tous les sujets réglementaires ou légaux. Il faut garder à l'esprit que les IA, quand même, sont des outils à notre service et qu'on se doit d'ailleurs les interroger dans un esprit critique, comme on le fait d'ailleurs pour tout type d'information qui nous est donnée soit à voir, soit à entendre, soit à lire. Alors, je la vois de plus en plus présente, notamment par les gains tangibles qu'elle apporte, notamment sur des tâches redondantes et qui sont fastidieuses. Donc ça, si on peut s'en débarrasser, c'est d'autant mieux. Elle ne va pas remplacer mon métier, mais elle le fera certainement évoluer sur des activités, sur d'autres activités qui me permettront de me concentrer sur vraiment ce qui est mon cœur de métier, potentiellement en enrichissant aussi mon périmètre. Moi, je vois 2 enjeux fondamentaux sur ces IA. Un, sur l'impact environnemental de l'IA. Elle est très énergivore et en plus par sa vitesse de diffusion et d'accaparation, elle remet en cause la qualité de notre cadre de vie en tant qu'espèce humaine. Et le deuxième enjeu pour moi, c'est son apprentissage qui est nécessaire dans son utilisation afin d'en faire une utilisation qui soit raisonnée et critique.
Voilà, on espère que ça vous a plu, que l'émission des Mardis de l'IA, la nouvelle structure, elle vous a plu. Écoutez, on va vous laisser là-dessus et on va vous parler la prochaine fois d'un nouvel outil, un outil qui s'appelle Rosebud, je crois. C'est ça. Et qui va vous permettre d'accomplir de grandes choses. Oui, effectivement, c'est un peu une petite surprise là. Mais moi, je ne connaissais pas du tout et j'avoue que j'ai été bluffé. Ouais. Hâte de vous en parler. C'est ça. Est-ce qu'on peut peut-être teaser le titre de l'émission, peut-être, pour leur donner envie? Bah oui. Attends, j'ai plus le titre. Le titre, c'est Le Serious Game à portée de prompt. On va vous laisser là-dessus. Et écoutez, on vous remercie d'avoir suivi l'émission avec nous. N'hésitez pas à prendre un temps sur Ucans TV, quelque part, le lien y sera, pour compléter le questionnaire de satisfaction, nous faire part de vos retours, notamment sur cette nouvelle formule des Mardis de l'IA. Et puis, on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Bop.